Bonjour chers spectateurs, c'est Petra Pop sur Inspire Live, New Ideas for a New World. Aujourd'hui avec Xavier de Namur. Bonjour Xavier. Bonjour Petra, bonjour à tous. Nous sommes ici au Marais, plein milieu de Paris, dans son restaurant. Xavier est propriétaire de 4 restaurants au Marais. Oui, exact. J'ai 4. En fait, c'est des restaurants, c'est plutôt des cafés-brasseries. On y sert de la restauration et d'une cave-librairie où on sert on pourrait dire aussi, en plus des idées liquides et solides, des idées à faire travailler un peu ces ménages. Xavier, j'ai voulu contacter Xavier parce que c'est pas un restaurateur comme beaucoup d'entre vous savent déjà, tout à fait ordinaire. Xavier, j'aime bien, il s'appelle le restaurateur libre. J'aime beaucoup ça. Xavier laisse parfois tomber des pavés dans les assiettes et il va nous expliquer un peu le comment et le pourquoi. Et je trouve sa démarche extraordinaire. Je le soutiens vraiment à 100%. Donc, expliquez-nous un peu, Xavier, quelle est votre mission en ce moment par rapport à la restauration française ? Alors, déjà, je voudrais corriger quelque chose, parce que vous avez dit que j'étais un peu pas ordinaire. En fait, non, je dis souvent que je suis un restaurateur ordinaire de la République. C'est-à-dire, dans le sens, la différence avec les gens qui nous gouvernent, qui nous dirigent, qui, eux, ont des pouvoirs extraordinaires. Vous savez, les ministres, les députés ont des pouvoirs extraordinaires. Nous ne sommes que des citoyens, nous savons que des pouvoirs ordinaires. Par contre, il s'agit, avec nos pouvoirs ordinaires, de voir comment on peut agir pour faire changer les choses. Et un des sujets qui m'a toujours plu, parce que c'est un sujet qui a un lien aussi au social, à l'économie, à la culture, c'est cette assiette. On peut partir de là pour essayer de faire changer la société finalement. C'est-à-dire que l'idée de la restauration, c'est pas simplement de se mettre à table et de manger, c'est pas de ce qu'on pourrait appeler en anglais the food, c'est surtout l'idée de restaurer. Restaurer, c'était l'idée aussi de restaurer des idées, l'idée de se mettre avec d'autres et à échanger, donc à discuter, donc à revoir. Même on dit souvent au bistrot on refait le monde. Balzac disait le comptoir c'est le parlement du peuple. Donc il y avait cette idée à travers l'assiette de revoir un peu je dirais les mauvais côtés et les bons côtés de la société. Et à travers ça, j'ai essayé de chercher à savoir pourquoi dans cette assiette, entre autres dans la restauration, il y avait autant d'opacité et que cette opacité, comme dans la République, conduisait souvent, je dirais, à des dérives, à des mensonges, souvent par omission ou des vrais mensonges, et avait des conséquences sur l'environnement par rapport à la manière dont on produisait les aliments à la base, la manière dont on les transformait, aussi avec les gens, le social, et puis en dernier ressort, je dirais, on avait un mensonge plus global des politiques derrière qui n'avaient rien fait pour faire changer les choses. Voilà. Donc c'était un peu, s'il y avait je ne sais pas si on peut parler d'une mission parce que je me sens pas missionnaire, mais en tout cas, je me sens effectivement un citoyen. Je crois que c'était Margaret Mead, qui était une anthropologue américaine, qui disait que le monde a changé non pas parce qu'il y avait des politiques, mais parce qu'il y avait un certain petit nombre de citoyens engagés et conscients qui avait fait bouger les choses, et c'est toujours comme ça que le monde avait changé. Et donc, je fais peut-être partie à ce moment-là de ces citoyens conscients et engagés qui essayent de pousser les autres à faire changer les choses. Et donc, je me suis attaqué en premier à l'assiette des Français, mais c'est aussi l'assiette des Européens, c'est aussi l'assiette des citoyens du monde, puisque nous sommes un des pays les plus visités au monde. Donc, amener un peu de transparence dans les assiettes, ça serait aussi quelque part amener un peu de transparence dans la République. On l'a vu en France dernièrement avec quelques affaires, dont celle d'un ministre du budget qui avait des comptes en Suisse ou à Singapour. Nous avons besoin de transparence dans cette République. Qui va nous emmener un certain degré d'intégrité à nouveau. On verra. Oui, alors, je ne pense pas pour l'instant ce qu'a pu faire. L'idée, c'est que là, on se retrouve sur une chose simple. Donc, avant qu'on arrive à... Parce que les politiques nous parlent toujours, vous savez, il y a les mots et puis il y a les actes réellement. Et on a beaucoup à faire aujourd'hui à des gens qui ont des mots. Alors, c'est beaucoup de déclarations de communication et il ne se passe pas grand-chose. Alors, sur la transparence dans la République, on a bien rigolé dernièrement, par exemple en France, où les ministres devaient donner un peu leur patrimoine, mais en fait, on n'a ni leur fiche d'impôt, etc. Puis c'est une haute autorité qui contrôlera, mais ce n'est pas les citoyens, on n'a pas accès. Dans la restauration, j'aurais pu penser que le gouvernement
aille au moins sur permettre, parce que 96% des Français, c'est ce que disait un sondage qui a été fait pour le Figaro, qui voulaient savoir ce qu'ils mangent. Je trouve que c'est un minimum que le gouvernement, quand il voit qu'il y a un consensus, autant d'aller sur ce sujet. Ils ont fait dernièrement la loi du mariage pour tous, un droit donné à quelques-uns qui ne retirent rien aux autres, donc ça ne pose pas de problème. Là, c'est un droit de citoyen à donner à tous les citoyens, et tous les citoyens le veulent, et pour l'instant, on le refuserait. C'est quand même incroyable. Quelle est la situation maintenant? Ça, c'est important aussi à souligner. Certaines personnes ne savent même pas, quand ils vont au restaurant, que, disons, 80% de leurs aliments qu'ils consomment n'est pas tout à fait fait maison. C'est juste le contraire. C'est fait par qui? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on va au restaurant, c'était une formule que j'avais sortie, enfin une formule d'après une petite enquête personnelle empirique, comme quoi 80% de restaurateurs utilisaient des produits, ce qu'on appelle de 4e et 5e gamme, c'est-à-dire des produits pré-préparés en usine, des boîtes de conserve, des sous-vides, des surgelés, etc. Et ils assemblaient ça dans leur restaurant. Ils pouvaient dire après que c'était fait maison parce qu'ils l'avaient assemblé. Mais c'était quand même pas fabriqué à partir de produits bruts et frais. À partir de ce constat, j'ai travaillé, j'ai essayé d'interpeller pendant des années. J'ai fait des sujets sur rue 89, à la radio, à la télé. J'ai participé à beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce chiffre est devenu ce qu'on appelle en information circulaire un chiffre qui ne repose, c'est ce que j'ai dit, sur aucune enquête. Donc, il faudrait maintenant que le gouvernement, à travers l'agence de l'INSEE ou d'autres de la Direction générale des fraudes, fasse une vraie enquête de terrain approfondie pour voir exactement quel est le pourcentage. Et que les choses, montrer aussi peut-être que les choses sont en train de changer. Parce que dans la première étape, si vous informez et si vous dénoncez, la deuxième étape, c'était de proposer. J'ai proposé des solutions depuis des années. Ces solutions sont pour faire changer les choses, c'est d'informer les gens. C'est-à-dire que les citoyens, les touristes, etc., doivent savoir, lorsqu'ils viennent en France, si ce qu'ils vont manger, c'est un produit industriel ou un produit fait maison. Vous savez, aux États-Unis, il y avait, je crois que c'est Alice Tolkas qui avait écrit le livre de cuisine, The Food Book, qui était un excellent livre. Et elle avait fait, quand elle était, entre autres, la maîtresse de Gerstein, elle s'était déplacée en France et elle avait visité tous ces petits bistrots, ces restaurants. Elle avait fait un livre de cuisine. Et ça, c'était l'image qu'ont les touristes, qu'ont les Américains, qu'ont la plupart du temps, même les gens en France, de cette restauration. Ça a beaucoup changé. Depuis finalement les années 60, où, je ne sais pas, vous n'aviez peut-être pas vu, mais il y avait un film qui s'appelle L'aile ou la cuisse. On voit Monsieur Tricatel, donc Monsieur Borel, qui avait lancé en France les premiers Wimpy, un peu le concurrent de McDonald's, mais en France, McDonald's n'existait pas encore en France, premier fast-food, et cette restauration d'autoroute industrialisée. Claude Zidi, dans son film, avait fait un peu, sous un trait d'humour, montrer les dérives de cette restauration industrielle. C'était un film humoristique, une comédie. Malheureusement, cette comédie s'est vérifiée aujourd'hui en presque tragédie, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que cette alimentation industrielle s'est tellement développée qu'elle est, d'après Olivier de Schutter, le rapporteur de l'ONU sur l'alimentation, devenu un des principaux fléaux, non pas de la France, mais de la planète. Donc il s'agit aujourd'hui, la France, qui avait cette image de la gastronomie il y a peut-être 20 ou 30 ans, de retrouver sa place et de montrer l'exemple à travers ce que je demande, donc une législation en France qui pourra être reprise en Europe, de montrer l'exemple de la transparence dans les assiettes. Et on fera changer le système à partir, c'est une première étape, la transparence. C'est-à-dire quand vous aurez au restaurant, vous aurez un petit logo pour une petite maison, ça voudrait dire, ou une petite cocotte, ça veut dire que c'est fabriqué sur place, cuisiné sur place même, surtout, à partir de produits bruts et frais. Et si vous avez une petite usine, ça vous dira dire que ça vient d'une usine, c'est sorti à l'extérieur du restaurant, ce n'est pas cuisiné sur place. Et ça, c'est pour tous les plats. Et c'est valable dans les cantines de la République, c'est les enfants. C'est valable dans les boulangeries-pâtisseries, ça serait valable chez les traiteurs, chez votre boucher qui souvent fait des plats cuisinés, on ne sait pas d'où ça vient. Les industriels ont été obligés de le faire pour les plats industrialisés qu'ils vendent en grande distribution. Ils ont été obligés de marquer par la loi, d'emballer, de dire ce qu'il y avait dedans, même si ce n'est pas toujours très clair. Mais ils ont été obligés. Il n'y a pas de raison qu'un secteur comme la restauration, toute confondue, commerciale et collective, n'y soit pas obligé. Il n'y a que comme ça qu'on fera changer les choses. À partir du moment où vous aurez une information claire, le consommateur pourra faire son choix. Les prix baisseront sûrement sur les produits industriels, parce que vous ne voudrez pas payer 30 € un plat, entre autres à Paris, qui est industriel, donc vous ferez baisser les prix. Et à partir de là,
Les restaurateurs, et j'ai fait des propositions, entre autres à des centres de formation pour former les restaurateurs, reformer les restaurateurs. D'autres, on l'a déjà compris, l'ont déjà mis en place. Donc les restaurateurs seront communiqués, se remettront à retravailler en circuit court. Circuit court, ça veut dire travailler directement avec l'agriculteur ou les éleveurs, etc. Donc on aura une plus grande transparence et on aura une meilleure, finalement, grâce à cette transparence, quelque part aussi une meilleure sécurité alimentaire. Vous savez, souvent en France ou dans tous les pays du monde, on oppose sécurité alimentaire et transparence alimentaire. Ça ne s'oppose pas, c'est complémentaire. La transparence permettra au marché de se remettre un peu en équité et donc permettra à des filières de se remettre en place. Ça sera générateur d'énormément d'emplois dans l'agriculture, mais dans l'agroalimentaire, qui changera aussi, parce que l'agroalimentaire, j'en parlerai peut-être par la suite, j'avais fait des propositions pour faire aussi bouger l'agroalimentaire et aussi la restauration. Parce que dès le moment où vous transformez vos produits sur place, vous avez besoin de beaucoup de personnel. Moi, dans un restaurant comme les Philosophes à côté, quand j'ai repris l'affaire en 96, il y avait 3 salariés. Aujourd'hui, il y en a 30. Dans le même endroit, j'ai pas poussé le marais, j'ai pas poussé les murs, donc ça veut bien dire qu'il faut beaucoup plus de monde. Et en même temps, c'est générateur de clients. Les touristes qui viennent vous visiter, lorsque vous allez manger dans une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire que la Caisse des dépôts et consignations, le bras financier de l'État français, a investi dans certains restaurants, comme Quick, donc un fast-food, ou le groupe Frères Blanc. Lorsque vous allez manger, vous êtes touriste et vous mangez là, eh ben, vous n'avez pas forcément l'image de la France. Lorsque vous venez dans un petit bistrot et que vous mangez bien, un plat simple, je ne défends pas le repas gastronomique comme les grands chefs, je défends le repas simple des Français et aussi des étrangers, car nous sommes des touristes, etc. Nous sommes tous le touriste d'un autre. À partir de là, vous avez cette image. Et quand vous revenez chez vous, vous dites « Ah, c'était bien en France ». Vous parlez, bien sûr, si vous voulez, de la Tour Eiffel, du Louvre et tout ça. Tout le monde en parle. Mais vous allez surtout parler des choses qui vous appartiennent typiquement. C'est-à-dire le bistrot où vous avez été. Comme quand vous allez au Japon, vous allez à New York, vous allez à Sydney, partout, vous allez dire, vous pouvez raconter, ah, j'ai vu l'Empire State Building, tout, mais surtout, vous allez dire, quel genre de restaurant, quel genre de diners vous avez été. C'est ça qui va vous marquer la typicité de votre voyage. C'est aussi la culture des pays. La nourriture est énorme dans la culture des pays et sur la planète, ça a une incidence colossale aussi sur l'environnement. Surtout en France, c'est très important. C'est la culture, une partie de la culture française, tout simplement. Maintenant aussi, l'alimentation représente la santé. Hippocrate dit que l'aliment est comme un médicament, il faut le considérer comme un médicament. Maintenant, si nous faisons confiance à ces industries agroalimentaires, de trop, ils leur donnent tout dans leurs mains parce que c'est plus facile apparemment, disent-ils, parce que ça coupe les coûts. Après, ils prennent ça dans leurs mains et qu'est-ce qui va devenir de nous? Donc, j'ai vécu dans des pays où ça partait un peu trop dans leurs mains et il faut dire que l'état de santé et l'aspect physique des personnes là-bas n'est pas tout à fait convaincant. C'est triste à voir qu'est-ce qui se passe avec ces gens. Alors, il y a une chose qui est claire, c'est que l'industrie de la restauration ou l'industrie agroalimentaire, parce que souvent maintenant c'est un peu lié, n'a pas permis, en fait quand on dit ils ont baissé les coûts, c'est faux, car en réalité ça coûte très cher à la société en termes de santé publique, on l'a vu, parce qu'il va falloir soigner les gens, donc ça coûte de l'argent. Souvent c'est une agriculture derrière à base de chimie, à base d'OGM et d'additifs antibiotiques. Quand vous élevez des animaux et vous leur donnez des OGM, en fait, vous avez un coût sur l'environnement, vous détruisez la forêt équatoriale. Donc, le fait d'informer s'il y a des OGM ou pas dans les aliments, ça fera peut-être changer aussi les consommateurs. Hein. Il s'agit de quelques centimes d'euros, des fois, c'est pas grand-chose. Et donc, en réalité, aussi, derrière, vous avez un coût de la production. Les gens qui travaillent dans cette restauration industrialisée, dans cet agroalimentaire industrialisé ou cette agriculture industrialisée, eh ben, on s'aperçoit qu'ils sont les dindons de la farce. Ils ne gagnent pas bien leur vie, donc ils ont leur pouvoir d'achat qui baisse. Donc forcément, les autres, ils baissent encore les coûts des produits, mais en fait, ils gagnent. Ils vont faire grossir les gens parce que dans la matière, ils vont faire grossir les matières avec des produits chimiques, avec des additifs, avec du sel, des épaississants, du sel, etc. Donc, ce format, les politiques n'ont pas compris. Et souvent, ils disent, oui, ils ont des emplois. Alors, effectivement, ils regroupent des emplois dans une poignée d'entreprises, mais en réalité, on a détruit des millions d'emplois, parce que si on avait fait autrement. Je pense que la problématique de tout ça, c'est que ce système, finalement, c'est tout un système, a fait en sorte que les gens, au lieu, vous savez, quand vous allez faire à manger vraiment, avec des produits que vous allez chercher,
des produits frais, des produits bruts. Vous allez chercher dans des petits magasins, vous allez les chercher chez les agriculteurs directement, vous trouvez des systèmes comme les AMAP ou avec des paniers, comme on fait nous à la Belle Hortense, on fait livrer. L'agriculteur est en direct avec les clients, c'est-à-dire qu'on achète sur le site, comme ils nous livrent nous, ça permet des clients de venir chercher leur panier. C'est de la fourche à la fourchette. Directement, là, vraiment, il n'y a aucun lien. C'est juste l'agriculteur et le fournisseur. Et ça s'appelle local biobag. Le nom est un peu un anglicisme, mais je trouve que c'était pas mal. Et donc, vous avez une différence, c'est que le citoyen là est actif. Lorsque vous allez manger dans ce qu'on appelle le fast-food, vous prenez plus le temps de vous asseoir, vous avez un temps très court, où vous achetez des produits tout faits, vous devenez paresseux. Et le fait d'être paresseux ou le fait d'être actif, vous n'avez pas les mêmes citoyens. Un citoyen qui est actif et un citoyen avec un esprit critique. Et un esprit critique, vous avez des citoyens que vous ne pouvez pas, je dirais, embarquer comme vous voulez dans ce que j'appelle la manufacture du caca, qui est un peu parlé, dont Noam Chomsky va parler aussi, la manufacture du consentement. Vous avez quelque chose ici à faire qui va faire en sorte que les citoyens vont, un peu comme dans l'esprit des Lumières en France avant, vont être beaucoup plus alertés, en alerte, et on va avoir des citoyens qui vont, je dirais, ce qu'on peut appeler en France des lanceurs d'alerte, qui vont permettre peut-être de faire bouger les choses. Et heureusement qu'il y a ces citoyens, parce que sinon, toutes ces industries de l'agroalimentaire, de la restauration et tout, iraient encore plus loin dans leur dérive. Il s'agit aujourd'hui de reprendre la main sur ça. Et c'est aux politiques, et c'est là où je parle de la responsabilité. Les politiques qui, pendant des décennies, depuis les années 60 à l'agriculture, avec le ministre Pisani à l'époque, qui avait dit le modèle américain, c'est le modèle génial, il faut faire de la chimie, il faut faire des grandes exploitations et tout, on a vu l'impasse où sont les agriculteurs. Les agriculteurs sont premier secteur de suicides, 400 suicides par an, des dizaines de cas de cancer, des pourcentages énormes de cancer de la vessie, par exemple dans le domaine viticole, où pour 2-3% de la surface agricole en France, ils utilisent 20% de pesticides. Donc il y a à travers ce système des dérives énormes. Et on peut les changer grâce à, je dirais, à des politiques qui auraient pu faire changer les choses. Mais les politiques, donc après, dans les années 70-80, ont laissé faire la grande distribution, ont laissé faire l'industrialisation de l'agroalimentaire, et fait qu'à terme, on en est arrivé là. Donc c'est parce qu'ils n'ont pas eu la volonté de mettre des freins, la volonté de faire de la transparence, de la volonté d'obliger de dire si les animaux sont nourris avec des OGM ou pas, eh ben on le met, et puis c'est indiqué, ça sera en France et en Europe. C'est une obligation. C'est pas de l'interdire. Informer n'est pas interdire. C'est les lobbies de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture, souvent ils disent « Ah non, 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 c'est comme si on les interdisait. » Non, 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 n'interdisons pas, informons. Voyons après si les citoyens eux-mêmes viront dans les supermarchés partout en disant ah bah tiens le kilo de cochon il vaut par exemple 3 euros qui est nourri avec des OGM et l'autre il vaut 3,30 € sans OGM. Bah, peut-être qu'ils vont aller, donc du coup on va relocaliser l'économie. Là, c'est des solutions. Par exemple, l'étiquetage tricolore sur les produits industrialisés, rouge, orange, vert, pas bleu, blanc, rouge, hein, rouge, orange, vert, permettrait de savoir en fonction des taux de sucre, de gras, de sel, eh ben on irait plutôt vers des produits verts que des produits rouges. Et c'est une question que j'avais posée à Paul Menessier, qui est le chef de service du ministère de l'Agriculture, chef de service de l'alimentation et de la sécurité alimentaire. Et à l'époque, il m'avait dit « Ah, mais vous ne vous rendez pas compte, si on fait ça, les gens ils vont aller vers les produits verts. » Je lui dis « Oui, c'est le but. » Et il dit « Oui, mais nous, on veut que les gens mangent de tout. » Ils mangeront de tout s'ils veulent de temps en temps se faire une... S'ils mangent une petite rillette qui est rouge, et ben, il faut changer les choses. Merci Xavier. C'est moi. Merci de tout cœur. Ensemble, c'est tout. Et je crois c'est ensemble. C'est tout à fait. C'est l'idée. C'est là où c'est ensemble, avec les citoyens, via Internet, en écrivant à nos ministres, à nos députés, en demandant ce que mangent vraiment nos enfants dans les cantines, parce que là, le vrai problème est l'avenir, l'éducation et tout. Donc, on a cette nécessité d'être co-responsable et de se bouger ensemble via les réseaux sociaux. On a la chance d'avoir Internet. On n'est plus isolés. On est tous des petites taches d'huile à l'époque. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à toutes sortes de choses comme ça, de médias aussi alternatifs, on peut réunir ces taches d'huile qui font une grande flaque et qui peut décider de faire changer, de faire glisser un peu et nos politiques et les industriels et les lobbies qui souvent corrompent la société. Super. Si vous voulez plus d'informations concernant ce sujet-là, je vous recommande fortement d'aller voir le film que vous avez co-créé avec, comment il s'appelle ? Jacques Goldstein, exactement. La République de la malbouffe. Donc, et aussi aller sur votre site, visiter vos conférences que vous donnez de temps à autre. J'étais justement récemment là.
Et Alors, c'est voilà. VEGR.fr, ça veut dire Vrais États Généraux de la Restauration. VEGR, c'est Vrais États Généraux parce que c'est une référence aux États Généraux de 1790 en France, de 1789, 88 même, pendant la Révolution. Donc c'est cette idée que les gouvernements font souvent des États généraux en France, mais ils sont bidonnés parce qu'ils n'invitent pas les citoyens libres, ils invitent toujours des gens entre eux. Ça se passe entre gens bien d'éduqués, entre gens de bonne, je dirais, voilà, de bonne entente, et ça se passe des fois autour d'une bonne table après, mais pas de la même manière que ça devrait se passer dans la République. Je vous remercie beaucoup, notre restaurateur libre. Merci beaucoup, Xavier. À bientôt. Merci. Merci.